Miaou, hein, d'ailleurs. On est déterminés. Miaou. Je crois que c'est Alex qui miaule le mieux hein, pour l'instant. Ouais, enfin, dans le concours, pour l'instant, elle est en tête, quoi. Mais, Non, mais on sent les gens qui se sont entraînés parce que. Et je simule même pas. ouais, s'il y a des personnes qui veulent envoyer leur miaulement, ils peuvent. Hein. Voilà, donc bonjour à tous. Merci de nous rejoindre donc, sur cette nouvelle émission sur les chats. Donc, on a déjà donc, 3 auteurs qui sont très motivés, hein, comme vous avez peut-être pu le constater avec leur miaulement de chat. Et donc voilà, on va vous présenter donc la thématique du chat qu'on avait développée dans une anthologie, donc qui était l'anthologie Sombre Félin, qui était dédiée aux chats avec des nouvelles horreurs et fantastiques, auxquelles donc Aaron Judas, Alex Maury, sous le pseudo à l'époque de Otsanga et Victor Fleury, ont tous participé. Donc on va revenir un peu à travers cette émission sur le chat, sur ses mythes, sur un peu tout ce qui l'inspire, sur l'héritage littéraire, même de films hein, qu'on peut trouver sur le chat. Donc pour vous faire un petit récapitulatif un peu de l'animal quand même, et pour les raisons de mon choix en tant qu'éditrice de faire une anthologie fantastique dédiée au chat, le chat, donc, c'est un animal qui vit avec les hommes depuis très longtemps. Hein. On a vu des traces de domestication vers le moins 7000 avant Jésus-Christ, donc c'est très très loin. Et donc c'est un animal qui vient principalement, enfin à la base d'Égypte, où il a été vénéré. Donc il était notamment apprécié, hein, enfin il a toujours été apprécié parce qu'il chassait les rats, mais en Égypte il chassait aussi les serpents, donc il évitait aussi des accidents, et en chassant les rats il évitait aussi la peste, donc les maladies. Donc c'est pour ça que le chat était associé à la déesse Bastet et était vu comme un gardien du foyer. C'était un point tel que quand un chat mourait, on le momifiait, on lui dédiait même un sarcophage. J'ai vu qu'on embaumait aussi des souris avec lui quand on avait de l'argent pour lui donner un peu de la nourriture dans l'au-delà. Et on pouvait tuer un chat était un crime presque aussi grave que tuer un être humain dans l'Égypte ancienne. Ensuite, du coup, le chat de l'Égypte a été un peu développé, enfin, il s'est développé, on l'a vendu, enfin, les Égyptiens ont commencé à en faire un commerce, il s'est propagé dans l'Empire romain, en Grèce, jusqu'au Moyen-Âge. Donc, Moyen-Âge, c'était un animal toujours très apprécié. Et en fait, ce qui s'est passé, donc on verra après les persécutions des chats, c'est qu'il y a eu une grande peste hein, je crois, au XIe siècle. Et il y a eu, je pense, une baisse de foi et des mythes païens qui sont revenus, donc ça on ne le sait pas toujours, qui a fait que le chat a souffert en fait d'avoir été vénéré par les païens à une époque, hein, les Égyptiens, et du coup on l'a associé au diable, au démon, etc., avec ses yeux aussi un peu inquiétants. Donc voilà, il y a ce côté du chat associé au démon qui est arrivé et qui a commencé donc à donner une image plus ambiguë du chat dans l'Occident. En Orient, on a aussi, on peut parler aussi des chats, donc du coup qu'on a avec la Chine, où c'était un animal positif, donc qui apportait la paix, la bonne fortune. On a évidemment l'image hein, du chat dans les commerces asiatiques. D'ailleurs, j'en ai un petit là, le Manekineko, qui en fait est censé attirer les voyageurs, puisqu'on disait que le chat qui se frottait donc là avec sa patte là, ça attirait les gens chez soi. Donc du coup on mettait ces petits chats à l'entrée des commerces. Au Japon, on a eu la même chose donc avec donc les chats et leur image positive venue de la Chine, mais aussi une image négative, hein, comme on a vu avec par exemple le bakeneko. Donc il y a un peu des deux. Donc où on l'associait à, pareil, un peu comme en Europe, hein, à une forme de malice, à la féminité négative, à la séduction, etc. Donc toujours un peu cette nature ambivalente qui est partagée par plusieurs cultures, avec des chats fantastiques, des chats qui portent bonheur ou malchance selon les interprétations,
Et donc, dans notre anthologie, notamment Sombre Félin, on aborde un petit peu tous ces aspects du chat. Donc, je vais revenir un peu justement sur tous ces aspects du chat. Chaque auteur, un peu, qu'est-ce que vous connaissiez des chats avant de participer, on va dire, à cette anthologie, et qu'est-ce que vous avez retenu donc de son côté ambivalent, fantastique, etc. On va commencer par Aaron Gida. D'accord, moi, j'ai toujours eu des chats quasiment dans ma vie, hein. C'est-à-dire que c'est un animal que j'aime beaucoup. Et je n'ai pas choisi d'avoir des chats, c'est les chats qui ont choisi de venir dans ma vie. Voilà, c'est les chats qui sont venus, qui ont envahi mon espace. Et on est parti d'un chat à la maison jusqu'à 6, 7 chats. Il faut savoir que j'habite dans une petite ville où il y a de l'espace, il y a de la verdure. Donc, du coup, je peux avoir des chats. Là, il ne me reste plus qu'un. Voilà, c'est une vieille femelle qui est encore avec nous, de 17 ans. Mais voilà, il y a toujours eu des chats autour de moi. Et donc, c'est un animal, j'ai toujours trouvé mystérieux. Donc, pas forcément au travers de la littérature ou du cinéma, mais c'est un animal assez complexe à cerner. Hein, c'est pas un animal voilà, qui se laisse facilement domestiquer dès le départ. Pour les chats, à part les chats qu'on va chercher en foyer ou à l'SPA. Mais en général, c'est un chat, voilà, quand on le trouve à l'état sauvage, il faut du temps pour le domestiquer. C'est ce qui m'est arrivé. Voilà, moi, j'ai eu une femelle à l'état sauvage, il a fallu que je la domestique. Et il a fallu du temps, mais c'était jouable. Et c'est un Combien de points de suture? Voilà, beaucoup. Voilà. D'ailleurs, on voit mes bras, d'ailleurs, ils sont bien abîmés. Mais voilà, donc avec ce chat, voilà, toute une histoire. Et voilà, c'est un animal que j'adore. Et donc, quand j'ai appris que tu faisais un appel à texte pour l'anthologie Sombre Félin, Barbara, voilà, je me suis dit que c'était obligatoire que je participe. Voilà, c'était vraiment l'anthologie à laquelle je voulais participer. Je rêvais d'écrire sur les chats et tu m'as donné l'occasion de le faire avec Staté. Et c'était super. Donc, je reviendrai peut-être un peu plus tard sur le contenu de ma nouvelle. Mais c'était ma première nouvelle qui a été publiée. Donc, en plus, double coup de cœur parce que voilà, j'adore cette anthologie. Puis c'est la première nouvelle publiée. Donc, encore mieux, c'est sur les chats. Mais voilà, du point de vue fantastique, sinon, voilà, comme je l'ai dit, c'est un animal mystérieux. Je reviendrai sur les aspects fantastiques peut-être au travers de ma nouvelle qu'au travers du cinéma un peu plus tard lors de ce live. Mais je vais laisser la parole à Alex ou à Victor. Je passe le relais. Ouais, je vais y aller, tant qu'à faire. Ouais, donc un petit peu pareil que toi, quoi. J'ai grandi avec des chats, puis après, c'est naturel, quand tu t'installes chez toi, tu prends des chats. Parce que ça te manque. Donc, c'est un peu ton animal préféré, ton animal totem. Donc, quand tu vas passer un appel à texte comme ça, forcément, ça flash, même si après, les influences sont autres pour le texte de la nouvelle. Mais on y reviendra plus tard. Oui, et donc, Victor Oui, alors, est-ce qu'on m'entend? Parce que du coup, je suis un peu le muet du groupe, là. Oui, ça va? C'est bon, là, pas de Ça va. Super. Alors, moi, oui, le chat, le chat, j'en ai toujours eu également. Alors, c'est marrant parce que maintenant, avant, j'adorais les chats. Et alors, en ce moment, j'ai l'impression que, voilà, mon espace vital est piétiné. Aaron, peut-être que tu connais ça. C'est-à-dire que j'ai un chat sur mon lit quand je veux dormir, sur ma chaise quand je veux travailler. Et voilà. En ce moment, elle se retrouve plus facilement à être mise à la fenêtre qu'à se faire caresser, mais c'est parce que j'ai du boulot. Donc, je ne sais pas. Peut-être que ça changera dans 2 mois. Pourquoi participer à cet appel à texte? Ce qui m'avait intéressé, c'était d'aborder le chat, mais à travers le conte, puisque on est dans le domaine quand même de la littérature effrayante, de la littérature stressante. Et en fait, le conte est naturellement stressant. Le conte, c'était pas fait pour les enfants, c'était fait pour tout le monde. Hein. C'est une tradition orale, on se réunit le soir, et puis on raconte des histoires qui nous apprennent la vie. Et, attention, spoiler, la vie, c'est horrible, en fait. Hein, puisque il arrive toutes sortes de choses affreuses, donc les contes sont là pour vous prévenir. Derrière, dans la forêt, vous avez le loup, mais le loup, en fait, c'est le voleur, c'est le tueur, c'est le type qui habite à côté de chez vous. Voilà, ça peut être n'importe qui. Et le chat, c'est une figure qui est également inquiétante dans les contes, même si elle est plus protectrice. Et bien sûr, la figure la plus connue, c'est celle du chat botté. Et dans le chat botté, le chat est horrible. Hein. Je vous rappelle, et c'est le titre de la nouvelle d'ailleurs, qu'il menace les paysans de se faire hacher menu comme chair à pâté. Hein, c'est assez explicite. Quand on hache menu quelqu'un comme chair à pâté, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Si je peux continuer dans la métaphore culinaire. Hein. Donc, avec le dos de la hacheuse. Avec le dos de la hacheuse, merci.
Donc voilà, et c'est cet aspect qui m'a intéressé, cet aspect inquiétant, et je serais prêt à le développer si vous le souhaitez. Voilà. On va pas tarder. Donc, oui, pour revenir sur justement le chat botté, donc là, on est dans une nouvelle qui date du Moyen-Âge. On pourra revenir justement sur la spécificité de ce conte, Victor, justement, puisque c'est un conte qui est pas vraiment moral, enfin, c'est un conte un peu particulier que celui du chat botté au niveau de l'interprétation à en faire. Justement, donc on voit, enfin, j'avais dit qu'au Moyen-Âge, il y avait eu un peu un déclin de l'image du chat qui a été réhabilité donc, au fur et à mesure. Pour reprendre un petit peu justement sur l'historique du chat jusqu'à nous, c'est qu'il a commencé à être réhabilité vers la Renaissance. C'est notamment aussi grâce à Louis XIV qui aimait beaucoup les chats et qui a demandé à interdire des pratiques barbares qui étaient de brûler les chats, notamment comme des sorcières à la Saint-Jean. Et c'est surtout les chats noirs qui ont beaucoup souffert. À savoir que si le chat noir avait une tache blanche, ça allait parce qu'il avait été touché par la grâce divine, donc ça dépendait un peu des chats. Mais les chats noirs, c'est sûr qu'à un moment, ils ont été, et ils gardent toujours cette image assez, on va dire, sulfureuse malgré eux, de porte-malheur, de démons, etc. Donc voilà, ensuite, donc jusqu'à nous, après la Révolution française, le chat à nouveau accepté comme animal domestique, animal aussi des auteurs, puisqu'on voit tous les auteurs en ont, mais ils étaient quand même réputés pour être un animal au XIXe siècle notamment apprécié des auteurs. On en a plusieurs justement qui parlaient de leur chat. Alors on va revenir justement sur les textes de chacun cette fois, donc, que vous avez un peu choisi, donc les aspects du chat spécifiques qui ont été abordés, donc sachant que là on est dans des textes d'horreur, donc effectivement on a souvent le côté ambivalent du chat un peu négatif, mais pas que, notamment dans la nouvelle, je pense dans toutes les nouvelles justement on a des chats qui sont entre les deux, et on va voir un peu donc avec cette nature à la fois prédateur, à la fois pas vraiment domptable, mais aussi protecteur et attachant. Donc voyons avec Aaron, je te laisse la parole sur ton texte. D'accord. Alors moi, c'est vrai que c'était le point de départ aussi, cette nouvelle. Je voulais pas écrire quelque chose qui soit totalement dans le négatif, dans l'horreur absolue. Je voulais quelqu'un qui a un petit côté positif, qui est ce lien qu'on a avec les chats, avec nos animaux domestiques. Et donc, dans ma nouvelle, ça parle de quelqu'un qui prend une drogue. Là, c'est rock'n'roll comme nouvelle, et comme mon univers d'ailleurs, mais voilà, c'est quelqu'un qui va prendre une drogue et qui va donner une vision particulière du monde, voilà, qui est en lien avec le chat. Donc, il faut faire pas mal de recherches sur la vision du chat, voilà, et cette personne va décrire le monde sous cet œil félin, voilà, parce que c'est une question que je me posais en fait quand mon chat me regardait. Je me demandais ce qu'il voyait, comment il pouvait visualiser et comment il visualisait le monde autour de lui. Et voilà, et je me suis dit pourquoi ne pas être à sa place. Et je vais partir un peu sur la thématique de la métamorphose, mais sur un angle original qui était celui de la drogue, voilà, celui d'une drogue particulière qui s'appelle Méo, puisque c'est le nom de ma nouvelle, Méo. Voilà, miaou. Et donc, voilà, c'est très dur comme nom de drogue, mais je trouvais ça marrant de choisir ce nom comme pour cette drogue, parce qu'on a la crocodile qui est une drogue dégueulasse, mais qui a le nom de cet animal. Et je me suis dit, bah, tiens, on va faire l'autre côté, le côté du chat. Et qui a un côté, finalement, voilà, je ne vais pas spoiler la nouvelle, parce que voilà, sur la fin sur la chute du texte. Mais voilà, le personnage va prendre cette drogue et il va errer dans ce nouveau monde comme il le voit, en se posant beaucoup de questions. Et il y a aussi ce point où à un moment il perd son chat. Et c'est vrai que les gens qui ont lu la nouvelle ont été pas mal choqués par cet aspect un peu sanglant de la nouvelle. Alors que je trouve que c'est pas la nouvelle la plus bourrine de l'anthologie. Mais comme tu l'as dit, Barbara, oui, c'est une anthologie qui est assez horrifique, on va dire ça comme ça, mais qui n'est pas non plus dans une horreur totale, en dehors d'un ou deux textes qui poussent le propos vraiment très loin. Le reste, voilà, ça reste quand même assez ouvert, ça reste assez positif. Donc on est entre le fantastique et l'horreur, je pense, dans le genre. Et voilà. Par contre, je voulais rebondir sur un truc, tu as parlé du Moyen-Âge, mais on n'a pas évoqué les chats qui étaient emmurés. Je ne sais pas, tu vas faire un peu plus tard. Parce que c'est vrai qu'on a parlé du chat, on a sauté à la Renaissance où le chat a pris un rôle positif. C'est vrai qu'il y a cette tradition au Moyen-Âge, c'est important d'en parler parce que c'est voilà, les pauvres minous, tous les chats noirs, Team Chat Noir représente. Mais voilà, les pauvres chats noirs étaient emmurés vivants. Donc en Europe, dans les maisons, en fait, quand on construisait une maison, c'était pour chasser le malin. Voilà, on mettait un chat vivant, on l'emmurait. Donc même en France, ça a été une tradition. C'est vrai qu'on a fait une conférence il y a quelques années à Gérardmer, et donc on avait parlé de cette tradition. On a évoqué l'Europe de l'Est, mais ça s'est passé aussi en France parce qu'au château de Saint-Germain-en-Laye,
ils ont fait des fouilles et ils ont trouvé des chats momifiés en fait dans les murs. Et donc, c'était pour chasser le malin. C'était complètement idiot. Bon, voilà. Et on dit que voilà, la tradition a disparu, mais je suis persuadé que dans certains endroits, les chats noirs sont encore persécutés. Et voilà, voilà, même si le chat a repris un rôle positif auprès de nous, malheureusement, il y a eu cette période assez sombre. Tu as parlé des chats qui étaient brûlés avec les sorcières. Enfin voilà, mais non, il y a aussi des chats murés vivants, ce qui a donné lieu aussi au texte de Edgar Allan Poe, Le chat noir. Oui, j'allais le dire. Et voilà, c'est cette pratique qui a inspiré le chat noir d'Edgar Allan Poe. Donc là, on est vraiment dans le fantastique et dans une des nouvelles les plus connues d'un auteur auquel on avait justement rendu hommage aux Lucifériennes pour la toute première anthologie des Lucifériennes qui était sur les réécritures d'Edgar Poe. Du coup, le chat, voilà, il est un peu à l'origine, on va dire, des références du genre. Et juste pour préciser sur cette histoire de chat emmuré, vivant, donc ça dépendait en fait des régions. Donc là, tu dis les chats noirs spécifiquement pour éloigner le malin, mais il y avait aussi une vision vraiment du chat protecteur du foyer, hein, qui nous vient de l'Égypte, et aussi du chat qui était associé à la fertilité. Et du coup, surtout en Europe de l'Est, peu importe qu'ils soient noirs ou pas, on les enterrait aussi vivants dans les champs en espérant qu'ils portent bonheur. Donc là, pour le coup, c'est pas forcément négatif, mais ça leur a pas rendu service, hein, on va dire. Donc c'est une tradition assez horrible et c'était un peu normal qu'elle donne une nouvelle qui a marqué la littérature. D'ailleurs, les feux de la Saint-Jean, c'était pas à la base jeter des chats dans un bûcher. Ouais, c'est ça. Et c'est Louis XIV qui a demandé à arrêter ces pratiques qui jugeaient primaires et barbares. Ouais, voilà. Donc, mais oui, ça a duré jusqu'à la fin du XVIIIe dans les campagnes. Donc voilà. Du coup, alors toi, Alex, tu nous as fait une nouvelle un peu particulière aussi sur le chat qui fait référence là à des légendes plus urbaines, puisque là on part justement, on parlait de nouvelles horrifiques. Avec ta nouvelle donc, qui s'appelle Heil Hitler, on est dans beaucoup de second degré aussi. C'est un autre domaine, on va dire. Oui, je l'ai relu, je me suis demandé si c'était moi qui avais vraiment écrit ça. En fait. mais si, il y a mon nom dessus, donc c'est moi. Elle est très bien ta nouvelle, elle est très bien. Oh, merci. Les influences de cette nouvelle sont très, 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 très terre à terre, en fait. Donc d'abord, il y a le pitch d'Il est de retour. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Non. Alors, le concept, c'est Hitler qui, de nos jours, qui se réveille sur un terrain vague. Il y a une série d'ailleurs, hein. Il y a une série en ce moment sur il y a Netflix, il y a le film Netflix. Il y a le film Netflix, oui. Et il y a des chatons lolcat qui défilent dans son historique internet, c'est génial. D'ailleurs, c'est assez troublant, hein. Il est assez troublant ce film, mais vas-y, je t'en prie, développe. Parce que... Donc voilà, le concept, c'est qu'Hitler se réveille de nos jours en 2013, quelque chose comme ça, sur un terrain vague à Berlin, donc j'imagine que c'est l'ancien bunker. Donc il se réveille là, il a son uniforme qui pue l'essence, donc il se demande ce qui s'est passé. Et les gens là, ils sont bizarres, ils ne le saluent pas, et tout ça, c'est très bizarre, ça ne lui plaît pas. Donc, à force de traîner dans les rues et de rencontrer des gens, il attire l'attention d'une équipe de télé qui lui offre une tribune et il fait des discours et puis les gens adhèrent et puis re-ascension. Donc, c'est le principe d'Il est de retour. Donc voilà, c'était le pitch parce que j'avais pas lu le texte à l'époque. Mais ça m'avait retenu mon attention. Je me suis dit, c'est génial, j'ai envie de l'acheter. Et autre influence, je pense, un sketch télévisé de Jérémy Ferrari, dont j'ai oublié le nom, mais tu avais un écran géant sur la scène où tu as un Hitler qui est apparu. Et ce jour-là, j'ai failli m'étouffer dans ma boisson. Je me suis dit, mais il est revenu, bordel. D'ailleurs, le livre et le film, en fait, plus que parler du nazisme, il parle du système médiatique actuel, dans lequel faire le buzz par la provocation, et voilà, même si on dit des choses horribles, justement d'ailleurs, parce qu'on dit des choses horribles, on va se retrouver propulsé en première ligne, visible et vu par tout le monde. Et c'est en ça que ce film et ce livre sont extrêmement intelligents, je trouve. Alors, ils prennent la figure de Hitler parce que c'est la figure la plus choquante qu'on puisse trouver, mais c'est excellent pour montrer que, est-ce que si Hitler revivait, est-ce qu'il ne deviendrait pas une célébrité médiatique où on pourrait prendre le thé dans un talk show, ce qui serait bien sûr complètement insoutenable. Et c'est une question qu'on peut se poser dans notre monde où finalement
l'impact médiatique compte plus que le fond. Oui, tout à fait. Puis, vu l'époque 2013, les gens ne peuvent pas intégrer qu'il revient. Donc les gens le prennent pour un sosie, un acteur parfait. Et puis après tout, il dit pas que des conneries, quoi. Tu vois. Donc c'est ce qui fait son succès. Et il en profite, il ascensionne, voilà. Ça devient son projet politique. Voilà, donc il y a ce bouquin-là et ce sketch. Donc ça m'est resté sans doute pendant des années. Et quand j'ai vu l'appel à texte avec les chats, donc j'ai le Hitler qui m'est revenu en flash, en fait. Et je me suis dit, bah en fait, c'est ce que je dois écrire, quoi. L'histoire d'un Hitler. Donc c'est là que j'ai eu l'idée d'Hitler qui se réincarne en chaton d'SPA et qui cherche à être libéré pour pouvoir refaire une armée de ce qu'il a à son niveau, des chiens, des chats, des rats, pour pouvoir exterminer tous les humains, parce que il se souvient qu'il a perdu la guerre, il est énervé, quoi. Donc il veut sa revanche. Et par rapport au chat, justement, j'attendais un peu que tu développes sur ce que tu as associé. Pourquoi le chat pour la réincarnation d'Hitler? Ah bah c'est clairement le Hitler qui fait lien, en fait. Un lien esthétique, un lien... Oui, qui un fait lien lien entre esthétique, l'humain et l'animal. mais qu'est-ce que tu avec, utilises propre au chat pour justement mettre en scène un peu ta nouvelle? Pas plus son esprit individualiste. Pourquoi ça semblait idéal de faire de la réincarnation d'Hitler un chat au-delà de son apparence? Ah, c'est plus le trip du Hitler, en fait. Mais après, oui, il y a des théories qui circulent sur les chats qui font qu'ils veulent nous exterminer à tout moment. Donc, par exemple, quand ils grattent la litière, c'est qu'ils s'entraînent à enterrer un corps humain. Donc, plus ils grattent haut, plus ça gicle, plus ils sont excités à cette idée. Quand on entre dans une pièce et qu'ils partent au triple galop en nous passant entre les jambes, c'est qu'en fait, ils avaient prévu de nous assassiner à ce moment-là. Mais le plan a échoué. C'est des liens un petit peu comme ça, comportementaux aussi, qui font lien. Oui, voilà, c'est ce qui fait du coup que la nouvelle est une nouvelle dans laquelle on retrouve un peu tous le comportement de son chat et c'est ce qui fait voilà. aussi qu'elle fonctionne bien. Et quand le chat patoune, vous savez, quand il pétrit un peu le ventre, à la base c'est un comportement de chaton envers sa mère pour faire monter le lait. Et certains ont dit oui, mais peut-être que les chats sont plus cyniques que ça et plus intelligents, en disant peut-être que c'est une façon de palper nos organes internes et déceler une défaillance qui pourrait nous être fatale. Ils ont des notions de médecine avancées, alors. C'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Merci Alex. Et donc on va revenir à un chat aussi un peu ambivalent, un peu. Oui. Peut-être pas tout de suite. Je veux Pas bien tout de dire suite. une petite chose sur les chats et les fascistes d'abord, Oui, avec plaisir. parce que c'est oui, voilà, parlons de fascistes. Le chat est souvent utilisé en fait comme figure du nazi ou du fasciste dans de nombreuses œuvres, surtout dans la bande dessinée notamment. Je pense à Maus de Art Spiegelman, où on a les chats qui sont les Allemands et les souris qui sont les Juifs. D'ailleurs, au passage, entre parenthèses, je ne trouve pas ça très habile de mettre une race d'animaux pour une religion. Voilà. Mais bon, il se trouve que l'œuvre est très marquante et puis son message est très fort, donc ça marche. Mais dans d'autres œuvres, on retrouve l'utilisation du chat. Je pense à une bande dessinée qui est plus contemporaine, Black Sad, par exemple, qui présente un personnage de détective chat, bande dessinée extrêmement bien dessinée, extrêmement bien scénarisée. Et il se trouve qu'une des intrigues, donc il me semble que c'est le 3e tome, on voit très rapidement Hitler qui se trouve être un chat. Et ce qui est très fort dans cette bande dessinée, c'est que on a des chats positifs et des chats négatifs, puisqu'en fait, et contrairement à Art Spiegelman, les races d'animaux peuvent être blanches ou noires. Donc en fait, on a des personnages qui clairement représentent des hommes noirs, mais sont des chats noirs, et des chats blancs qui représentent des hommes blancs. Et finalement, on a la même race d'animaux avec une couleur différente. Donc je trouve ça extrêmement intelligent. Et en même temps, on a ce chat qui est le prédateur séducteur, hein, parce que c'est ça qui est fort chez le chat. C'est que
il sort dans le jardin et il va génocider des souris et des oiseaux. Clairement, le chat nous fait des coups comme dans Le Parrain. Hein. Si notre voisin nous mettait une tête de cheval dans le lit, on serait les premiers à prendre la voiture et à fuir. Le chat fait ça tous les jours. Hein. Il vous met un cadavre d'oiseau dans votre lit et vous ne fuyez pas pour autant. Vous dites « Oh, c'est charmant, oh, il m'aime ». Non, il ne vous aime pas, il vous a mis un cadavre dans votre lit. Voilà. C'est aussi un avertissement dans ma nouvelle. C'est clairement un avertissement. Enfin, toute personne sensée devrait le comprendre. Voilà. C'est un ordre aussi dans ma nouvelle, un ordre d'Hitler, chat, pour alerter les humains qu'il va y avoir une attaque, plus ou moins imminente. On leur dépose des souris devant leur porte. Et les humains sont « Ah, c'est mignon !» D'ailleurs, à ce propos, le chat est la première cause de mortalité des oiseaux en France. Ce qui est marrant, mais pas trop pour les oiseaux. Voilà. Mais d'ailleurs, il y a même des astuces pour essayer de leur empêcher de tuer les oiseaux, comme leur mettre des clochettes ou des colliers à ultrasons, parce que c'est vrai qu'ils tuent malheureusement aussi des espèces en voie de disparition, donc ça c'est un peu dommage, on va dire. C'est amusant la propension de l'homme à vouloir transformer un tueur en animal familier. Enfin, disons, moi-même j'ai un animal familier, un chat, hein. Mais je suis devenu conscient que je cohabite avec un tueur, enfin une tueuse en l'occurrence, redoutable, donc limer les griffes, etc. Voilà, ça ne peut être que des pis-aller, hein, puisqu'elle trouvera toujours le moyen de se mettre sous la dent une musaraigne. C'est pas faute de lui donner à manger pourtant, hein. D'ailleurs, c'est étrange. On leur donne à manger et ils tuent quand même. Est-ce pathologique? Et c'est pour nous nourrir, parce qu'ils sont persuadés qu'on ne se nourrit pas. Ils ont peur pour nous, parce que... si on meurt, il n'y a plus de litière changée, il n'y a plus de gamelles remplies, il n'y a plus tout ça. Ah, c'est intéressant. Alors, ils prendraient soin de nous, mais par pur intérêt, en fait. Exactement. Ah, oui. Ça leur ressemble bien. Hein. Ouais. Donc, oui, vas-y. Ouais. Non, j'y vais. Oui, vas-y. J'ai toujours peur de couper la parole, en fait. Non, mais vas-y. Et oui, je voulais finir sur mes influences par rapport à Hitler et tout ça, et les liens qu'il peut y avoir par rapport à des légendes et tout. Et il y a une scène dans ma nouvelle où donc ce Hitler chat qui s'appelle Larry, son nom d'adoption, on l'emmène chez le veto pour être castré. Donc à la base, c'est du pur hasard en fait, enfin du pur hasard lié à une volonté d'être réaliste par rapport à ce qu'on vit, parce qu'à la SPA, on nous dit toujours, dès que vous adoptez un chaton, il faut vous engager à le faire stériliser, donc ça vient de là. Et il se trouve qu'il y a une légende urbaine sur Hitler qui serait, il n'aurait qu'un seul testicule. C'est une légende validée par certains historiens qui dure et perdure et tout ça. Et je ne sais plus quoi dire. Tu voulais parler de monocouille, en fait. La théorie monocouille, oui. Ouais. Donc oui, cette théorie, c'est suite à une légende urbaine qui dit que Hitler aurait perdu son testicule parce que quand il était enfant, il a essayé d'uriner dans la bouche d'une chèvre qui se serait herbifiée et l'aurait mordu. Donc voilà, et cette théorie, donc baptisée théorie monocouille, ressurgit régulièrement sur Internet. Les gens s'écharpent et entre ceux qui disent oui, il n'avait qu'un testicule et ceux qui disent non, c'est pas vrai. Voilà. Mais ça donne envie d'y croire, mais justement, je pense que c'est on a envie de se venger à distance dans le temps et dans l'espace de quelqu'un qui a causé la mort de millions de personnes, et voilà, on essaye de l'attaquer à l'endroit où ça fait mal, quoi. Donc, autant y croire, n'est-ce pas? Surtout que ces légendes urbaines, elles sont plusieurs. Tu as donc la théorie qui te dit qu'Hitler serait monorchide, donc un seul testicule. Tu as aussi une théorie qui te dit qu'Hitler serait homosexuel. Et une autre qui te dit qu'il serait pédophile. Ça n'a jamais été prouvé. Et en fait, toutes ces théories, quand tu les additionnes, ça ne cherche qu'à prouver que Hitler serait quelqu'un d'anormal. Donc, devenir quelqu'un comme lui en étant anormal, tu vois, il n'y a pas de danger d'un côté, il n'y a pas de risque pour les autres gens normaux. Donc, c'est en ça que c'est pas sain, ce genre de légende urbaine. Surtout celles concernant les homosexuels, puisque justement, ils ont été les premières victimes, enfin, bah pas oui. les premières, mais
Les Le, victimes, tri- parce que peut-on dire qu'il y a des premières victimes? Non, il y a le que triangle des... rose, les homosexuels, Voilà. les intersexes ont été déportés, exterminés. Donc, particulièrement celle-ci, elle n'est pas à colporter, je pense. Donc, tu as une théorie freudienne qui te dit que ce scrotum qui serait vide, il fallait le combler par des pulsions meurtrières. Ouais, sans ça que c'est pas très sain. Oui. Après, on va peut-être pas développer sur Hitler même, on va peut-être revenir à d'autres personnages plus félins, Revenons à nos moutons. qui sont par exemple donc le personnage abordé par Victor. Alors, je vais commencer par un conseil pour une lecture de chevet. Si vous ne l'avez pas encore lu, ce dont je doute, puisque vous regardez cette chaîne et que donc vous êtes curieux, c'est de lire la psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim, qui est un classique peut-être dépassé, mais un classique toujours. Très bon livre quand même, je pense. Voilà, en tout cas, pour le découvrir, c'est toujours intéressant, qui propose une lecture psychanalytique donc, des contes de fées. Alors la plus connue, c'est Le Petit Chaperon Rouge, qui, avec son chaperon rouge, serait donc la figure de la jeune fille en puberté, qui découvre sa féminité, et qui est envoyée par sa mère chez sa mère grand, qui est remplacée dans son lit par le loup. Donc la mère grand est la figure du matriarcat, en fait, de la femme dominante, qui va tenter donc de manger le petit chaperon rouge, de la rabaisser à un niveau enfantin, en lui mettant notamment ce chaperon. Et le petit chaperon finira par être libéré par le chasseur, la figure masculine, qui est celle du mari ou de l'époux. Alors on est dans un modèle patriarcal et hétérosexuel classique, parce qu'on est dans un conte de tradition orale très ancien, donc, qui prend le cas le plus courant. Mais voilà, finalement, on voit que le conte du petit chaperon rouge est un enseignement plus général, qui a différents niveaux de lecture, puisqu'on peut bien sûr aussi voir le loup, dans le loup, le violeur des bois, et au-delà de ça, donc, le petit chaperon rouge comme avertissement vis-à-vis des autres femmes qui sont des castratrices en puissance. Voilà. Et donc, le Chaboté est également un conte qui, comme tu l'as dit, est très particulier, puisque sa morale est assez particulière, puisqu'en fait, on nous apprend qu'on peut réussir en trichant. Hein, ce qui est très vrai, en fait. Voilà. Voilà, désolé pour tous les élèves qui n'ont jamais triché dans une salle de classe. Puis effectivement, on peut réussir en trichant, en mentant, en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, en volant. Et tu as assassiné la méritocratie quand même. Là. Pardon, alors non, puisque finalement ceux qui réussissent sont les meilleurs menteurs, les meilleurs tricheurs. Non, pas tous bien sûr, mais voilà, c'est dans cet esprit. Je suis moi-même enseignant, donc je déteste les tricheurs, bien sûr. Mais comme je dis toujours à mes élèves, celui qui aura triché sans que je puisse le prendre, et je vous assure que c'est difficile de tricher quand je surveille une classe, alors dans ce cas, en quelque sorte, il a mérité sa note, puisqu'il est passé à travers les mailles du filet. Voilà. Alors, je leur dis pas ça trop souvent, puisque le but est quand même d'avoir une conscience morale. Je leur dis que de toute façon, tricher, ce sera une faute contre eux-mêmes, et que plus tard, ils verront que tricher ne suffit pas et que cela se retournera contre eux. Mais mine de rien, voilà, tricher et bien le faire, bien mentir, c'est une valeur prônée par le Chaboté. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a allez, pour ceux qui ne connaissent pas, un pauvre paysan qui est le dernier d'une fratrie, qui reçoit en héritage un chat, et alors que les deux autres ont un moulin et une bête de somme. Et lui, avec ce chat, eh bien, il va réussir à conquérir la fille du roi et avoir de vastes terres. Tout ça parce que le chat va entreprendre des manœuvres de séduction vis-à-vis du roi. Il lui offre des pintades, des produits de la chasse. On voit d'ailleurs que le conte là, fait l'apologie finalement de la courtisanerie. On va voir le plus fort, on lui fait la cour, on lui offre des cadeaux. Et par la suite, le chat va ordonner à des paysans, les menacer en leur disant vous serez hachés menus comme chair à pâté si vous ne m'obéissez pas. Il va les menacer en leur disant vous devez prétendre que ces terres sont à mon maître, qui n'est qu'un simple paysan, mais qu'il fait passer pour le marquis de Carabas. Marquis étant un titre de noblesse, bien sûr. Et donc le chat finira par aller tuer l'ogre dans son château, un ogre qui n'a commis aucun crime dans le conte,
A priori, à part être un ogre, on ne nous a jamais dit qu'il mangeait des gens, qu'il était horrible. Non, non. Donc le chat va le tuer chez lui. Et ainsi, le marquis de Carabas peut prendre sa place en tant que propriétaire des différentes terres attenantes au château. Hein, tout est bien qui finit bien. Donc la princesse a épousé un homme qui n'est pas celui qu'il prétend être, mais c'est pas grave. Voilà, le conte se termine dans la joie et la bonne humeur. Tout est bien qui finit bien. Donc finalement, ce conte est, comme beaucoup de contes, assez malsain. Et la figure du chat, déjà c'est un chat qui parle, et même dans un conte, c'est pas normal. D'ailleurs, la figure le paysan au tout départ lui dit « Non mais tu es un chat qui parle, ça va pas du tout, comment ça se fait ?» Et puis il se fait dicter ses ordres par le chat, ce qui est encore une inversion de la domination naturelle de l'homme sur les animaux. Là, c'est l'animal qui domine l'homme. Et justement, est-ce que c'est pas un message? Puisque dans ce conte, finalement, c'est l'animalité qui triomphe. C'est le fait de voler, de mentir, de tuer qui fait triompher le paysan. Et bien dans ma nouvelle, c'est pareil. C'est-à-dire que finalement, ce qui va faire triompher le héros, alors triomphera-t-il, vous le verrez bien, mais ce sont ses côtés animaux. D'ailleurs, je voudrais juste rebondir sur autre chose. Le chat, c'est l'animal qui est la porte de la folie, finalement. Parce que la folie, c'est la solitude. Et quand on est seul, qu'est-ce qu'on a? On a un chat. Enfin, disons, je provoque. Hein, que tous les propriétaires de chats ne viennent pas m'envoyer des oiseaux morts dans ma boîte aux lettres. Merci. L'archétype de la mémère à chat, quoi. Voilà, l'archétype de la mémère à chat. Et la mémère à chat, qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle à son chat. La mère Michel. La mère Michel, oui, elle a perdu son chat. D'ailleurs, en a-t-elle jamais vraiment eu un? Je ne sais pas. Mais, je sais pas, bref. Sur Internet, elle fait des fucks, en tout cas. D'accord. Alors, je suis très peu sur Internet, parce que j'habite dans une grotte. Mais... Alors, revenons au chat. Le chat, c'est le premier à qui on parle, et c'est un peu comme si on parlait tout seul. Est-ce que c'est normal de parler à son chat ou de parler tout seul? Je suppose, puisqu'on le fait tous un peu. Mais finalement, plus on parle à son chat, et plus on entre dans la folie. Et c'est comme ça que commence ma nouvelle. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui commence à parler à son chat. Mais ça dérape. Voilà. D'ailleurs, il y a une légende. Il y a une légende qui dit qu'il faut éviter de parler, de dire des secrets quand un chat est là, même endormi, parce que c'est la garantie qu'il soit ébruité. C'est un peu comme les smartphones, hein, allumés ou éteints, ils t'entendent quand même. Voilà. C'est ça, c'est l'ancêtre. D'ailleurs, dans les chats associés à la folie, il y a un personnage des chats aussi très connu qu'on n'a pas abordé, mais qu'on rencontre aussi dans la nouvelle et qui est du coup aussi un peu... C'est un petit clin d'œil sur notre couverture. C'est le chat du Cheshire qui, lui aussi, va tenir des discours un peu qui ne font pas vraiment sens. Donc, dans le roman de Lewis Carroll d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, je vais y arriver. Voilà. Mais à part ça, c'est vrai qu'au niveau de la littérature, enfin de l'horreur même, on n'a pas non plus le chat, enfin, n'est pas forcément représenté non plus de manière très très courante. Enfin, on n'a pas une idée comme ça d'une bibliographie énorme sur les chats dans le genre. Je crois que Aaron, tu avais un peu travaillé justement sur les références sur le chat dans la fiction, et notamment la fiction horreur. Ouais, alors, les chats au cinéma, dans un genre plus large, mais comme tu parlais de littérature, je vais faire le pont parce qu'il y a pas mal d'adaptations, d'adaptations de livres au cinéma. Il y a un auteur qui s'est un peu plus intéressé aux chats que les autres auteurs, c'est Stephen King. Stephen King, qui a été adapté plusieurs fois au cinéma. D'ailleurs, je ne sais pas, j'aimerais bien ton avis, tiens. Les 2 adaptations de Cimetière. Okay, alors... Tu as la première, c'est un chartreux. Donc ça fait très, tu vois, il n'est pas très méchant. Le second, je le trouve quand même beaucoup mieux. Le petit Maine Coon, qui a l'air vicieux. Il y a plusieurs chats qui ont été utilisés pour le second, pour chaque phase du film, en fait. La phase où il est en état normal et à la phase où il revient d'entre les morts. C'est l'histoire du cimetière. Mais je le trouve beaucoup plus vicieux que ce chartreux des années 80. Il a une vision très sale. Church, c'est le nom du chat. Church, dans la première adaptation de Cimetière de Marie Lambert. Que je trouve meilleur. Attention, je trouve que la première version est bien meilleure que le remake. Meilleur dans l'ambiance, mais je trouve le chat de 2016 meilleur. Voilà, mais après, c'est vrai que visuellement parlant, les techniques du cinéma ont évolué aussi. Church, toutes les phases où il est blessé, où il est sale, voilà, ils ont utilisé plein de chats différents en fait. Et d'ailleurs, si tu regardes le film,
Tu le regarderas à nouveau et tu verras, on voit des petites différences en fait chez ce chat. C'est un peu dommage. Mais oui, du coup, Church est un peu plus crédible dans le remake de Cimetière. Oui, c'est ça. Mais, il fait flipper quand même un petit peu. Ouais, Church en fait, je pense que c'est le chat peut-être le plus célèbre du cinéma d'horreur et peut-être de la littérature aussi finalement. Parce qu'il y a ce côté, c'est le premier élément qui fait basculer vers la folie, vers l'horreur dans le récit, que ce soit dans le livre ou au cinéma. Church, c'est le premier. C'est par lui que le personnage principal, j'ai oublié le prénom du docteur. Louis, voilà, qui va basculer, voilà, qui va oser aller dans le cimetière des Micmacs et puis aller souiller la terre en enterrant Church. Donc c'est comme ça qu'il ouvre la boîte de Pandore et on bascule d'un récit classique vers un récit fantastique horrifique. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là. D'ailleurs, Victor en a parlé, cette porte ouverte vers la folie, vers le fantastique, l'horreur, puisque le chat, c'est une porte en fait. C'est une porte vers d'autres mondes, des mondes qu'on ne connaît pas, des mondes liés à la superstition, liés à d'autres choses. Mais on retrouve un peu ce côté où le chat ouvre des portes vers un autre monde dans Constantine. En Constantine, le film, à un moment, le personnage va utiliser le chat pour aller avoir une vision de l'enfer. D'ailleurs, j'ai noté voilà, il s'appelle Duck, le chat. Dans Constantine, c'est important de donner le nom des chats. Donc Duck. Et il est utilisé comme porte vers l'enfer. Et il y a une phrase qui est dite dans Constantine, c'est « Cats are good, half in, half out anyway ». Donc les chats sont bons, à moitié à l'intérieur et à moitié à l'extérieur, dans tous les cas. Un peu le chat Schrödinger. Voilà, exactement. Voilà, donc voilà, c'est un petit côté chat de Schrödinger, donc à savoir s'il est vivant ou mort. Il y a ce côté tellement mystérieux du chat dont je parlais au début du live. On ne sait jamais trop ce qu'ils pensent, on ne sait jamais trop ce qu'il y a en eux. Et ce qui fait le mystère du chat depuis 7000 ans qui nous accompagne, enfin plus de 7000 ans, on a fait 20 ans. Dans mes sources que j'ai, en fait, ça vient, cette histoire de temporalité. Ça vient du fait que le chat, de façon générale, il se tient de façon un peu hautaine, lointaine, et certains auteurs se sont dit qu'ils maîtrisent un petit peu les espaces-temps. Et c'est tout à fait vrai d'ailleurs. Pardon, vas-y. Non, on continue, je ne veux pas te couper. Vas-y, non, mais c'est... Non, c'est parce qu'en fait, quand il dit espace-temps, j'ai craqué, en fait. Parce que depuis que Aaron a commencé à parler, je pensais au Chronominé de Isaac Asimov, où c'est une nouvelle de science-fiction, donc, où les chats sont clairement des créatures qui manipulent l'espace-temps. Voilà. Donc, et puisque du coup, tu parlais d'un film avec Keanu Reeves, continuons avec Matrix. Dans Matrix, le chat... J'ai pas le souvenir d'un chat. Ben si, c'est le bug. Le bug de la matrice, c'est un chat. C'est-à-dire que tu vois le chat passer une première fois et tu le vois passer une seconde fois. J'ai pas fait gaffe. Voilà. Et bien sûr, le bug, voilà, ça ne pouvait pas être autre chose qu'un chat. Enfin, c'est évident. Vas-y, je t'en prie, reprends. Ok. Donc pour les chats au cinéma, en fait, voilà, donc on est parti sur Stephen King. C'est intéressant. Il a été adapté plusieurs fois au cinéma avec ses nouvelles sur les chats ou ses romans. Il y a aussi La Nuit déchirée. Alors, je ne sais pas si vous connaissez La Nuit déchirée, qui a été adapté. Le titre, mais j'ai pas le souvenir du pitch. Alors, La Nuit déchirée, c'est voilà. Donc là aussi, on a ce côté un peu incestueux en fait entre les chats. C'est une mère et son fils qui voyagent de ville en ville aux États-Unis et ils aspirent l'énergie vitale des gens en fait. Ils sont à la recherche de jeunes vierges en fait. Ouais, c'est très cliché, c'est très cliché. Génial. Voilà, ils aspirent l'énergie de jeunes vierges. C'est un film qui est un peu vieilli, surtout au niveau des effets spéciaux, mais je vous le conseille parce qu'il y a ce côté un peu étrange, la relation entre la mère et le fils. Et donc voilà, c'est vrai que le titre français, c'est La Nuit déchirée, un titre qui est complètement débile parce que le nom en anglais, c'est Sleepwalkers. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec le. Mais bon, ils ont dit, on va appeler ça La Nuit déchirée pour envoyer ça au chat. Et donc c'est défait l'idée. Il y a ce côté métamorphose aussi qui est intéressant dans ce film. Voilà, les personnages, ils vont se transformer en chats géants, ce qui donne lieu à des séquences d'effets spéciaux un petit peu moyennes, on va dire ça comme ça. Mais regardez-le, voilà, La Nuit déchirée, donc de Stephen King. Et voilà, après, il y a beaucoup d'adaptations du Chat Noir au cinéma. D'ailleurs, donc une adaptation de Lucio Fulci, un peu kitsch, voilà, sur le Chat Noir. Il y a voilà, et d'autres choses. Et il y a aussi L'Homme qui rétrécit de Jack Arnold. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce film, c'est un film de science-fiction, L'Homme qui rétrécit. Mais sur l'affiche du film, en fait, on a un chat géant, l'homme qui rétrécit, voilà, qui devient tout petit, et le chat devient une menace. Donc, dans les années 60, on avait ce côté où on avait des choses qui grandissaient ou qui devenaient toutes petites, et là, c'est l'homme qui devient tout petit. Et donc, son environnement l'inquiète. Et la première chose qui va l'inquiéter, c'est son chat. Donc, encore à nouveau, on retrouve l'ambivalence entre ce côté où on aime notre chat, mais il nous inquiète. On ne sait pas à quoi il pense. Et si on devenait une proie pour lui, est-ce qu'il nous mangerait? Alors, je pense qu'on se pose tous cette question-là quand on a des chats, de se dire, putain, si je devenais petit, qu'est-ce que mon chat ferait avec moi? Est-ce qu'il continuerait à me miauler après, à ronronner, à être gentil avec moi, ou il me boufferait?
Voilà. Mm. Et Il va nous bouffer. Hein. ouais, je Comme pense dans que. la... Moi, je sais Non, pas. il n'aura aucun état d'âme. Hein. Spoiler, il va te dévorer. Comme dans la ferme des corps. Je ne sais pas si vous connaissez la ferme des corps. La ferme des corps, non, ça me dit rien du tout. Ah, c'est une expérience scientifique. Donc, c'est donc un endroit où on conduit des cadavres sûrement pas identifiés. Et on étudie leur état de décomposition. Donc, selon les conditions atmosphériques et tout ça, voilà, on plonge les cadavres dans différentes conditions. On étudie à quelle vitesse ils se décomposent. Et il se trouve qu'il y a des chats qui ont passé les grillages pour aller dévorer des corps. Ils avaient leur corps fétiche. Donc, jusqu'à plus 30, plus 40 jours après le décès, ils dévoraient leur cadavre plus ou moins rapidement. Voilà, et donc, tu avais des chats qui étaient attachés à tel corps. Plein de bestioles. Tiens, les films un peu rétro dont tu parles, ça me rappelle un film que j'avais vu il y a un petit moment, qui est très rétro, hein, qui s'appelle Cat People en anglais, ou La Féline. La Féline de Jack Voilà, Turner. c'est ça. Et justement, il y a ce lien avec. Kinski, qui est très beau, le remake, avec la musique de David Bowie. Voilà. Non, c'est plus David Bowie, c'est qui fait la musique du remake. Alors là, je ne saurais pas te dire. George Moroder qui fait la musique du remake des années 80, qui a Nastasia Kinski. Mais je préfère quand même la version classique de Jack Turner, donc La Féline. Et voilà, Cat People qui est la base. Mais voilà, dans Cat People, c'est plus un félidé, là, c'est plus une panthère. On n'est pas sur le chat. Par contre, on est sur le lien femme, voilà, félin, quoi. Femme félin, clairement, avec l'aspect obscur de la femme qui, bien sûr, a la fourberie et la grâce du félin, enfin, le cliché habituel, quoi. Ouais, il y a une scène très inquiétante d'ailleurs dans le film, une scène qui se déroule dans une piscine, je ne sais pas si tu te souviens, Victor, dans la vieille version. Et voilà, où justement, on fait un jeu d'ombre en fait, pour la métamorphose. On n'est pas dans Manimal, hein, la vieille série des années 80, avec les doigts qui se plient pour se métamorphoser. Là. On joue avec les ombres dans Cat People. Et cette séquence est vraiment magnifique dans la piscine. Et c'est très inquiétant en fait. Hein. C'est un vieux film, et pourtant, ça réussit à être assez effrayant. Mais donc oui, c'est vrai qu'on a Cat People, qui est un film culte hein, sur la métamorphose en félin. Voilà. Donc on a le film des années, voilà, le vieux film, et puis le film des années 80, le remake, qui est sympa aussi, un peu plus kitsch. Mais voilà, dans les films assez classes, on a des films assez nazes. On a Le Clandestin avec un chat qui va aller dans une croisière et qui va carrément rentrer en les personnes, changer. C'est un chat extraterrestre. C'est un nanar de première classe. Donc, si vous avez jamais vu Le Clandestin, regardez-le, puis après, vous viendrez me maudire. Et sinon, aussi, je parlais de Jonesy Jones, donc, qui est le chat de la saga Alien, hein, le chat roux de la saga, qui a un rôle assez important finalement dans le Alien et Aliens, qui est le chat de Ripley, de Sigourney Weaver. Et d'ailleurs, il y a pas mal de dessins qui lui rendent hommage. On le voit avec un petit xénomorphe dans la bouche pour dire voilà, il a chassé un xénomorphe, il le ramène à Ripley. Mais le chat est présent voilà, dedans et il survit parce que voilà, il faut faire survivre le chat à la fin du récit. C'est rare que le chat meure dans des films un peu plus sombres, mais dans Alien, il va carrément dans le pod avec elle à la fin d'Aliens. Bon, dans Alien 3, malheureusement, c'est terminé pour lui, on ne le revoit pas dans Alien 3. Mais voilà, Jones, qui fait partie des chats cultes du cinéma, ainsi que Gabriel, le chat de Eric Draven dans The Crow. Voilà, quand Eric Draven vient dans son appartement, et c'est à la terme. Justement, il y a le chat qui fait le pont entre deux mondes, puisqu'au moment où Eric Draven va caresser son chat Gabriel, il va avoir des flashbacks de sa mort, de son appartement, de ce qui s'est passé. Et même chat blanc d'ailleurs. Le chat un peu psychopompe qui a des pouvoirs. Voilà, mais exactement. C'est en fait dans les films fantastiques, plus qu'horrifiques, on retrouve ce chat nouveau entre deux mondes, le chat de Schrödinger, un petit peu, voilà, qui est entre deux univers. C'est le cas d'ailleurs aussi très récemment. Alors, on ne parle pas forcément de films avec une très grande qualité, hein, mais il me semble que c'est Wonder Woman. Non. C'est Captain Marvel. Dans Captain Marvel, vous avez un chat qui est à peu près présent pendant tout le film, qui se révèle être une créature alien avec des tentacules horribles dans la bouche qui peut dévorer n'importe qui. Un chatacule. Voilà, un chatacule. Mais du coup, je suis le seul à avoir... j'ai honte tout d'un coup. Je suis le seul à avoir vu Captain Marvel. C'est horrible. Tu es le seul. Très bien. Alors, j'avais une excuse. J'accompagnais quelqu'un et moi-même, j'ai trouvé ça... Il y a beaucoup de choses au cinéma, mais pour faire le pont entre la littérature et la littérature et le cinéma fantastique ou horrifique, maintenant, il faut passer par les deux figures majeures qui sont Stephen King et Edgar Allan Poe pour retrouver des traces d'adaptation. Hein. Le Chat Noir, je me rappelle, il y a un film qui s'appelle Dark Side, Les Contes de la Nuit Noire. Donc, c'est un film à sketch. Il y a un épisode justement avec un tueur à gages qui est engagé pour chasser un chat dans une demeure d'un millionnaire qui est un grand patron d'une boîte pharmaceutique.
et il est payé très cher pour tuer un chat. Et il trouve ça ridicule. Il arrive dans ce manoir et il y a, le vieux papy qui est là, qui est le patron multimillionnaire, qui dit écoutez, je vous donnerai une fortune, mais tuez-moi ce chat. Et voilà, et on découvre voilà, tout un tas de choses autour de ce chat. La chute de ce sketch est génialissime. Voilà, c'est vraiment extraordinaire. Je vous laisse regarder Darkseid, les contes de la nuit noire, ce sketch. Mais c'est marrant parce qu'il y a encore un truc qui est exploité, comme dans La nuit déchirée. Il y a ce côté où le chat va aspirer l'énergie des personnes. Voilà, c'est cette légende urbaine du chat qui va étouffer les bébés, qui va voler l'air des personnes qui dorment, que j'utilise un petit peu dans ma nouvelle aussi, dans Méo. Je casse un peu le coup à cette légende du chat qui fait peur. Justement, le chat qui va aller sur le bébé, qui va étouffer le bébé, ou le chat qui va aller sur une personne qui se réveille et qui voit un chat qui est au-dessus d'eux, qui est en train de leur voler leur air, ou en train d'essayer de les étouffer. On est dans la légende urbaine, là. Vraiment, il n'y a pas de cas de personnes qui sont mortes étouffées par des chats. Et je trouve ça assez incroyable parce que c'est une légende qui a perduré, on en parle moins maintenant. Mais dans les années 80, c'était encore très présent. C'est-à-dire que les personnes qui voulaient avoir des chats, on leur disait attention, un chat c'est dangereux, ça peut voilà, s'installer sur la tête d'un bébé ou voler ton oxygène. C'est vraiment terriblement idiot. Mais oui, voilà, un chat c'est comme tout animal, comme un chien, comme toutes les bestioles, ça va s'installer sur vous. Et voilà, après, bon, s'installe sur la bouche, c'est assez rare. Hein. C'est pas un facehugger d'Alien. Un facehugger, c'est Moi, ça m'est arrivé. Hein. un chat qui s'installe sur ta bouche. Hein. Il s'est assis, ouais. J'ai cru T'avais mangé mourir. quoi? En parlant de bébé, je vais rattraper un bébé qui s'enfuit. D'accord, je ne fuis pas. Ok, Victor, ne t'inquiète pas, On a cru que c'était un chat, en fait. Voilà. Le mystère est révélé. Ce n'était pas un chat qui faisait du bruit derrière. C'était un bébé. Un bébé. Oui, bah de toute façon, là, on arrive, on a fait 1 heure d'émission, donc on va doucement Déjà conclure. Et oui. Merci. Oui. Barbara, Oui. petite question. Oui. C'est quand qu'on fait Sombre Félin 2? Ah, ça, on verra. Pourquoi pas continuer. Enfin, pourquoi pas faire une autre publication sur des hommages à des chats plus spécifiques. On verra, puisque Sombre Félin, donc on était sur des formats d'anthologie juste à nouvelles. Donc, on n'était pas encore sur le format avec des explications à des petits articles et des hommages à chaque nouvelle. Donc après, c'est tout à fait possible de faire un contenu plus encyclopédique sur les chats. En tout cas, si vous voulez découvrir donc, les nouvelles des auteurs, lire des histoires fantastiques, horrifiques avec des chats, et des chats de tout genre, hein, et traverser un peu toutes les légendes autour des chats, n'hésitez pas à aller sur notre site pour réserver Sombre Félin, qui est disponible en format papier comme e-book. Donc voilà, nous on est là, on continue les lives tout au long, encore pendant la semaine prochaine et la semaine suivante avec d'autres auteurs. Et en tout cas, merci d'avoir été disponible pour ce live. Merci en particulier à Victor hein, qui n'a pas de publication récente chez nous, mais qui a bien voulu revenir pour les Sombres Félins. Sachant donc Pardon ? C'est un plaisir, je dis. Mais oui, c'était un plaisir. Donc voilà, merci à tous et puis bonne soirée. Merci à toi. Bonne soirée. Miaou. 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 Miaou.